Hello everyone, I hope you feel very good. Today on this video we will talk about... Non, je déconne, c'est bon, je parle en français. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de films de super-héros ratés. Mais attention, je peux parler de simplement des films de super-héros ratés, on va dire vraiment ratés. Ce serait beaucoup trop facile, car comprenez que, concernant les films de super-héros ratés, il y a quand même mine de rien quelques éléments à prendre en compte, tels que le budget, la qualité des effets spéciaux, le jeu d'acteurs, etc. Et si je devais faire vraiment un top 10 spécial film de super-héros ratés, ce serait vite expédié. J'aurais juste à prendre les films de super-héros sortis dans les années 80, voire 90, genre les Captain America, ces trucs-là, et hop, le top il est fait. Seulement ces films, personne les connaît, à juste titre. Seulement, quand on pense à super-héros, surtout les jeunes, vous pensez à quoi? Vous pensez au Marvel Cinematic Universe, ou encore au DC Comics Universe? Eh bien sachez que, entre les films pourris de super-héros avec que dalle en budget et puis des acteurs complètement aux fraises dans les années 90, et les films du MCU, DCU, il y a eu des films de super-héros avant. Et c'était particulier. Et je sais que pour la plupart d'entre vous, quand vous pensez à un film de super-héros avant le MCU, vous pensez naturellement à quoi? Vous pensez aux excellents Spider-Man de Sam Raimi, ou encore au Batman de Christopher Nolan. Oui, je sais, Batman c'est pas un super-héros à proprement parler, mais on va pas chipoter non plus. Le truc, c'est que pour un bon Spider-Man de Sam Raimi, on a eu tout un lot de films de super-héros qui ont justement cherché à surfer, enfin, cherché à s'implanter dans le game hollywoodien, et très peu ont réussi à vraiment marquer les esprits positivement. Très franchement, j'aurais pu largement faire un top 20, mais j'ai préféré faire un top 10 justement pour recenser les films d'avant le MCU, qui étaient nazes, bizarres, expérimentaux par certains aspects, et je vais également parler d'autres films de super-héros sortis récemment, justement, après les années d'or, les années de gloire du MC-DCU. Parce que là aussi, il y a eu un avant et un après MC-DCU. Et encore, là j'ai parlé de MC-DCU, mais c'est encore trop facile, parce que là, c'est effectivement, on parle des plus grosses écuries concernant les comics, etc., les adaptations de super-héros, mais il n'y a pas que Marvel, et il n'y a pas que DC en termes de super-héros. Vous avez par exemple le personnage de Hellboy, qui est issu d'un autre studio, enfin une autre boîte de comics. Bon, c'est à considérer comme un film de super-héros, mine de rien, Hellboy. Hein. C'est une créature qui a des pouvoirs, qui défonce des méchants. C'est un film de super-héros. Donc je ne vais pas parler que de Marvel et de DC, juste pour vous prévenir. Même si bien sûr ces films-là sont en majorité dans ce top. Et je pense que cette vidéo peut vous intéresser parce que je la trouve assez instructive dans le sens où, parce que c'est moi, mais c'est juste parce que c'est intéressant de voir l'évolution des films de super-héros, comment ce style, comment ça a évolué en termes de mise en scène, en termes de moyens. Je pense que justement pour arriver au premier Iron Man, il fallait passer, parce que je rappelle que Iron Man c'est le premier film du MCU, le Marvel Cinematic Universe c'est le premier film officiel qui a donné par la suite les Avengers, tout ça, les Endgame et tout le tout team. Et bien pour en arriver à Iron Man, il fallait, je pense, avant, faire un max de films de super-héros pour engranger un max de fric, habituer les masses aux films de super-héros, parce que les films de super-héros, mine de rien, c'est très ancré dans les années 2000, début 2010, c'est vraiment fin 2000 où ça a commencé à devenir vraiment la norme, où c'est devenu des personnages à part entière concernant la pop culture, et surtout ça a eu un impact non négligeable sur le mindset des enfants, et ça a été une très bonne chose. Mais allez, c'est parti, j'en ai assez dit, on y va. En numéro 10, Ghost Rider 2 avec Nicolas Cage. Alors on a eu un premier Ghost Rider en 2006, film on va dire assez mitigé, pas parfait, pas génial, pas fantastique, mais pas spécialement mauvais, film assez attachant, et c'était assez drôle de voir justement Nicolas Cage dans un rôle de super-héros, à savoir ce personnage-là, avec son crâne là, qui s'enflamme là. On était en pleine mode de super-héros en 2006, on était à fond dedans. Les films de super-héros, c'était au moins, 30-40% des films, des gros films qui sortaient à chaque période estivale, et Ghost Rider était une petite surprise, même si les retours n'étaient pas spécialement fantastiques. Seulement, pour une raison que j'ignore, en 2012, rebelote, Ghost Rider 2, un film que personne n'a été voir, film sans intérêt, on sent bien que là pareil le film a été fait pour le pognon, pour le chèque, on sent bien que Nicolas Cage avait sûrement il n'avait pas encore fini de payer ses dettes à l'époque, je crois même qu'il commençait à peine, donc il a dit oui à tout, et quand on lui a proposé ça, hop il a rempilé, on lui doit d'ailleurs 2-3 scènes assez particulière, assez propre à son style. En tout cas, fallait démarrer en fanfare avec un film de super-héros oublié, que vous avez tous oublié, mais pourtant qui a bien existé, à savoir Ghost Rider 2. En numéro 9, les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Vous allez me dire, mais attends, pourquoi tu parles de ce 4 Fantastiques-là alors qu'on a déjà eu un 4 Fantastiques en 2005 et c'était déjà une purge? Je suis d'accord, seulement les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, c'est un film qui ne servait à rien. Un film qui était conçu pour surfer, là pour le coup c'est bien trouvé, pour surfer sur le succès du précédent 4 Fantastiques. Et le truc c'est que ce film-là n'a aucune âme, aucun intérêt, aucun fun, même si à l'époque je l'avais vu au ciné avec des potes et bon, ça nous a fait passer le temps, c'était un bon moment, il pleuvait, c'était cool, on était au cinoche, on a vu ce truc, ça nous a occupé pendant 1h30, et c'était sympa.
D'ailleurs, c'était marrant parce que Chris Evans jouait dedans, hein, Chris Evans, Monsieur Captain America. C'est marrant de l'avoir vu jouer dans des Marvel avant qu'il soit vraiment la tête de proue du Marvel Cinematic Universe. Mais donc, pourquoi je parle de ces 4 Fantastiques, celui-là et pas l'autre? Déjà d'une, parce qu'il est encore pire que le premier volet, et surtout, le premier volet avait au moins une certaine forme de fraîcheur. On mettait enfin les 4 Fantastiques dans un gros film avec des effets spéciaux plutôt corrects. Autre chose que ce truc-là qui était sorti auparavant, ça n'avait rien à voir. Là, ça y est, les films de super-héros commencent à devenir vraiment modernes, avec des effets spéciaux vraiment qui collaient, quoi, qui étaient réalistes. Donc voilà, c'était mine de rien, le succès était partiellement au rendez-vous, les critiques ont été très négatives à juste titre, et c'est pour ça qu'il mérite sa place dans Stop, contrairement au premier qui, même s'il est mauvais, au moins proposait les 4 Fantastiques avec un style, on va dire, moderne. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que on revenait de très loin à l'époque. En numéro 8, Elektra, une espèce de spin-off de Daredevil. Alors Daredevil en soi, le film volait pas haut du tout, hein. Mais alors Elektra, franchement, on sent le film qui est conçu uniquement pour surfer sur le succès du précédent. Un peu dans le même style, Le Roi Scorpion et Le Retour de la Momie. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était à peu près la même période. Début 2000, on sort des grosses licences, et comme on voit qu'il y a un personnage qui marche un peu, qui est un peu à part, boum, on rebondit justement sur son succès pour tenter quelque chose. Et par exemple, dans Le Retour de la Momie, Le Roi Scorpion, tout le monde était un peu fasciné par son personnage, alors que les effets spéciaux étaient dégueulasses même pour l'époque. Il a eu droit à son direct ou DVD, même à son jeu vidéo pour dire. Elektra, voilà, c'était intéressant, personnage avec des couteaux, tout ça, je sais pas comment on appelle ça, les trucs de ninja, c'était intéressant, ils ont mis ça en film, en chantier, c'était naze, ça a été un échec à juste titre, et c'est bon de le rappeler, parce que si aujourd'hui on peut qualifier Hollywood comme une machine à fric qui ne s'intéresse qu'au pognon, ça date pas d'hier. En numéro 7, on va passer à une autre héroïne, Catwoman, le film de Pete Offre, sorti en 2004. Alors, ce film, j'ai du mal à le détester, non pas parce que le réalisateur est français, Cocorico, mais parce que il est tellement particulier, il est tellement what the fuck, il est tellement borderline, il est tellement underground, il est tellement tout ce qui ne colle pas, je veux dire, au schéma classique, que je peux pas vraiment le détester, car c'est pour moi une expérience ce film, sans déconner. C'est tellement particulier. La scène de basketball, la scène où Catwoman revient à la vie, sous la forme de Catwoman. Enfin, je peux pas m'empêcher de me dire, mais qu'est-ce qui a poussé ces acteurs à tourner là-dedans? Pete Offre, il a vraiment réussi, je veux dire, comment il a fait pour proposer un projet pareil à Hollywood? Comment il a eu le financement? Comment il a fait? C'est presque miraculeux par certains aspects. À l'époque, vraiment, Hollywood donnait sa chance à n'importe qui, j'ai envie de dire. Même si Pete Offre, je sais que c'est pas n'importe qui. C'est un mec qui est bourré de talent, qui est super fort dans ce qu'il fait. Même Vidoc, c'était pas si mal. Là, pareil, dans un autre style, hein, dans le style underground, chelou, etc. Mais c'est un type qui a du talent au niveau de la mise en scène, la photographie, même ce qu'il avait fait par exemple auparavant, parce que c'est un type qui était pas que derrière la caméra, c'était un type qui s'occupait beaucoup des effets spéciaux, des effets visuels, ce genre de choses. Et le truc, c'est que Hollywood, je ne sais pas pourquoi, a réussi à lui filer la direction de ce film. Donc ce film est vraiment particulier, c'est un ovni, et tout ce que j'ai à dire. Pour moi, Catwoman, il n'y en aura qu'une seule, c'est Michelle Pfeiffer dans Batman le Défi, et celle du jeu vidéo. Et même si, bien évidemment, on a eu Catwoman dans The Dark Knight Rises et la Catwoman dans The Batman, pour moi, la meilleure restera Michelle Pfeiffer, la plus iconique, la plus authentique, la plus intéressante, la plus travaillée en termes de personnage, et c'est tout. D'ailleurs, Halle Berry aurait pu carrément foutre sa carrière en l'air avec ce personnage-là, mais elle a réussi à... Voilà, elle a eu 9 vies comme les chats, elle a réussi à retomber sur ses petites pattes et rembrayer dans d'autres films par la suite, elle est restée bankable, elle est restée super sexy. Je rappelle que vous l'avez vu dans John Wick, et elle a passé les 50 balais, quoi, respect. Donc voilà, Catwoman, film de super-héros vraiment dérangeant. Alors quand on me dit, oh là là, Batman vs Superman, c'était bien de la merde, regardez Catwoman, les gars. Hein. En numéro 6, Batman Forever de Joel Schumacher. Pourquoi je parle de ce film et pas Batman et Robin? Parce que Batman et Robin est considéré comme le pire Batman. Batman, du moins de l'époque, hein, surtout Batman de Schumacher, Joel Schumacher, parce que c'était l'époque, comme j'avais expliqué dans ma vidéo spéciale, acteurs qui ont bousillé leur carrière avec un seul rôle. Il faut comprendre que ces Batman-là répondaient à une demande des studios où ils voulaient adoucir l'image du Batman qui avait été bien rendue dark et vénère et violente dans les Batman de Burton. Je rappelle que dans les Batman de Burton, Michael Keaton, il tue les méchants. Il leur fout le feu, il les balance dans des trous pour qu'ils explosent, il leur tire dessus à coups d'avion de chasse. Enfin, c'est un dingue, hein, Michael Keaton, dans ce Batman-là. Et le truc, c'est que les studios voulaient réaplanir le personnage pour vendre des jouets, donc ils ont fait des films hyper colorés, où il y a du fuchsia, des trucs comme ça, c'est vraiment particulier. Et Batman et Robin, mine de rien, je le trouve tellement absurde et tellement fun que j'arrive pas à le trouver foncièrement mauvais, même s'il l'est, je sais. Mais quand on voit par exemple la performance hallucinée de d'Arnold Schwarzenegger en Mr. Freeze, les vieilles vannes de George Clooney qui sont tellement stupides qu'elles en deviennent drôles, c'est pas un film qu'en soi, même si je le trouve mauvais, je le trouve pas pire que Forever, parce que Forever se veut un petit peu sérieux. Et même si en soi le film est sauvé, j'estime, par la prestation de Tommy Lee Jones, on se demande ce qu'il fout là,
Jim Carrey, qu'est-ce qu'il fout là aussi? Même si ces deux-là arrivent, on va dire, à maintenir un petit peu d'éveil, parce que justement ils sont là, bah, d'ailleurs, c'est ça le truc, c'est que vous les retirez de ce film, Batman Forever n'a aucun intérêt. Et le truc, c'est que, bah ouais, Batman Forever est un des pires films de super-héros, personne n'a envie de le voir ou le revoir, mais surtout les gamins d'aujourd'hui, je pense qu'ils feraient une saturation directe, ils dégueuleraient des arcs-en-ciel, donc honnêtement, vraiment, c'est Batman Forever est pour moi le pire Batman qui ait jamais été produit. En numéro 5, là, on va parler d'un film de super-héros qui est ni de DC ni de Marvel, c'est The Spirit. Oh là 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 là. Alors, The Spirit, ça se voulait un petit peu dans le même délire que Sin City, à savoir une espèce de roman graphique, enfin, un film graphique, ça voulait à peu près la même ambiance, le trailer annonçait du lourd, sauf que c'était de la merde, c'était chiant, c'était pas fun, aucun personnage attachant, aucune cohérence, rien n'allait dans ce film. Et pourtant, il y a un gros casting, il y a Samuel L. Jackson, il y a Eva Mendes, et il y a cet acteur qui justement a disparu après ce rôle-là. Dommage pour lui, c'est pareil, il aurait pu être dans le top 10 des acteurs qui ont disparu après un rôle qui les a flingués, bah, il méritait sa place. Voilà, le rôle du Spirit a complètement bousillé, et pourtant le concept est sympa. Le détective avec sa cravate ou je sais pas quoi, son truc rouge, c'était fun. Mais la mise en scène est à chier. Il y avait tout pour que ce soit cool, pour que ce soit une espèce de Sin City bis. Sauf que là, non, c'est tapé même pas à côté, c'est tapé 10 km plus loin. Voilà, une vraie purge. En numéro 4, Fantastic Four. Alors franchement, les 4 Fantastiques, mais je me demande si c'est une bonne idée qui rembraye avec ça prochainement, là, parce qu'ils vont ressortir un autre 4 Fantastiques avec Pedro Pascal. Je sais pas ce que ça va valoir, mais j'ai du mal à imaginer que ça va être un carton. Hein. Parce que tout le monde s'en fout des 4 Fantastiques. Qui s'intéresse à ces persos, sérieux? C'était bien dans les années 60, dans les comics, ou pourquoi pas dans un jeu vidéo, allez. Seulement, les 4 Fantastiques, je sais pas, d'un point de vue cinématographique, ça a l'air complètement pété, quoi. Ça paraît enfantin, je sais pas comment ils peuvent... redynamiser le truc et rendre le truc cool, attention, ils vont peut-être nous sortir un chef-d'œuvre, j'en sais rien, mais pour revenir à Fantastic Four, bah c'était nul, quoi, franchement, ils ont tenté quelque chose un petit peu dans la même veine que les Spider-Man de 2012, en mode, bah tiens, on va redynamiser le super-héros, on va le moderniser, on va le rendre sérieux, on va faire en sorte de nous émanciper du Marvel Cinematic Universe, etc., on va essayer de sortir quelque chose d'à part, sauf que oui, c'était vraiment à part, hein, c'est... Ouais, tout le monde a oublié, d'ailleurs Michael B. Jordan, il peut remercier sa bonne étoile de ne pas avoir dégagé après ce film-là, parce que ça aurait pu lui coûter sa carrière. En tout cas, film qui ne servait à rien, qui n'avait aucun intérêt, si ce n'est que pour faire du chiffre, parce que encore une fois, qui s'intéresse vraiment aux 4 Fantastiques? S'il y en a, manifestez-vous dans les commentaires, s'il vous plaît, que je fasse un recensement, quoi. En numéro 3, Wolverine de 2010. Alors ça, c'était le premier, justement, spin-off de Wolverine, enfin un film centré sur Wolverine, et c'était nul. Le seul truc vraiment intéressant, c'est le générique du début, où on voit donc Wolverine qui évolue avec son frangin, dents de sabre, voilà, à travers les époques. Le générique est vraiment intéressant, c'est peut-être c'est le seul truc intéressant du film. Le reste n'est qu'une succession de clichés, tout est cuté à la serpe, ça va trop vite, il n'y a aucune émotion qui peut s'installer, il n'y a aucune scène de vraiment intéressante, aucune prise de risque, aucune ambition. Déjà à l'époque, ça m'avait révulsé quand je l'avais vu, j'avais quoi, 18-20 ans, et bah je me suis dit, mais c'est indigne de Wolverine. Moi je voulais voir un truc vénère, un truc violent, un truc où on voit des têtes volées, des trucs comme ça. Les gens étaient contents de le voir, mais en sortant des salles, tout le monde se regardait en mode... Ouais. Donc c'est pour ça, ceux qui critiquent le Wolverine de 2013, le combat de l'immortel, eh ben re-regardez la version de 2010, vous allez voir que le combat de l'immortel c'est un chef-d'œuvre à côté. Et personnellement c'est un film que je trouve bon, hein. Il a des défauts, mais il a aussi beaucoup de qualité au niveau de la musique, de la mise en scène, des combats qui sont un peu plus violents quand même. J'estime que le film est beaucoup plus intéressant que cette purge qui vraiment m'a fait perdre 1h30, 1h40 de ma vie, quoi. En numéro 2, The Flash. No comment. Pourquoi je parle de ce film et pas d'autres sortis antérieurement? Il y en a un, par exemple, Hulk d'Ang Lee est vraiment bizarre, vraiment expérimental. Pour le coup, c'est presque du même niveau que Catwoman. C'est de l'expérimental, quoi. C'est trop bizarre, c'est particulier. Mais de là à le considérer comme mauvais, je trouverais ça un peu malhonnête, même si j'ai détesté, attention. J'aurais pu parler de The Punisher, pareil, qui était une vraie purge, qui était vraiment une grosse déception, le Punisher de 2004. Mais j'estime que c'était un peu tapé sur l'ambulance. Et surtout, bah, The Flash, comment dire, bah, c'est un film qui aurait pas dû sortir en 2023. Regardez les effets spéciaux, c'est des effets spéciaux de PS3. Il aurait dû sortir début 2010, fin 2000 à la rigueur. Et encore, même pas, peut-être même les 2000, j'estime. Que re-regardez les effets spéciaux de Spider-Man 1, 2, mais ils sont grandioses. Ils ont quasiment pas vieilli. Un petit peu peut-être quand le bouffon vert il balance son truc et que les mecs se transforment en squelette. Ok, on sent bien que ça a pris 20 ans dans la gueule. Sauf que là, c'est pas excusable. Avec le budget qu'ils avaient, avec les moyens, avec la technologie, etc., il n'y a aucune excuse pour que The Flash soit aussi naze. Donc pour moi, il mérite sa place dans ce top et surtout en deuxième place. Et ouais, je répète que c'est indigne pour un film de son époque de nous sortir des effets spéciaux pareils. Pour moi, c'était une insulte, un crash à la gueule des spectateurs et des fans. C'est honteux. Et en number one, enfin, Morbius. Alors Morbius, c'est incroyable parce que c'est
c'est hallucinant. Je veux dire, 20 ans de travail de film de super-héros, 20 ans de boulot acharné pour rendre le truc voilà, plus accessible, plus mainstream, spectaculaire, etc., fantastique, irréprochable, et boum, il y a ça qui sort, mais on se demande, mais quel est le projet? Pourquoi? Si ce n'est faire du pognon, et encore, il devait bien se douter qu'avec le bouche à oreille, avec Internet, avec les réseaux sociaux, le film allait se faire déboîter, et il s'est fait déboîter, et ça que je comprends pas, c'est que, encore, vous sortez un film début 2000, il n'y a pas encore trop les réseaux sociaux, il n'y a pas encore Internet, c'est encore un petit peu à ses débuts, vous pouvez prendre des risques, vous pouvez tenter des films de merde, et puis vous dire, bon, bah, c'est bon, voilà, le temps que les gens soient au courant, on a chargé à fond pour les week-ends, les premiers week-ends, tout ça, donc on peut retomber sur nos pattes, rentrer dans nos frais. Or, pour Morbius, non, dès le premier jour, tout le monde disait que c'était de la merde, donc bien évidemment que le film allait être un bide. C'est ça que je comprends pas, c'est vraiment ce film est sorti trop tôt. Alors ce film est sorti trop tard, il aurait dû sortir, au niveau de sa médiocrité, il aurait dû sortir début 2000, avec tous les autres Marvel, avec tous les autres DC, avec toutes ces purges qui sont sorties à cette époque-là, et qui méritaient justement, bah voilà, qui méritent, on va dire, la réputation qu'ils ont maintenant, à savoir de films ratés, films expérimentaux, films test un petit peu, parce que j'ai bien l'impression que tous ces Marvel qui sont sortis à la chaîne, c'était presque une phase test pour voir si le public était réceptif. Si vraiment fallait qu'il continue dans cette voie, parce que je rappelle que le MCU c'est pas rien, c'est en termes qualitatifs, comparer le MCU et les Marvel d'avant, ça n'a rien à voir. Pour moi, Iron Man 1 a vraiment tout chamboulé. Regardez ce film, maintenant, vous verrez que les effets spéciaux n'ont pas pris une ride. Et on parle d'un film sorti en 2008, donc réalisé, mis en branle en 2006-2007. Bref, c'était une époque juste dingue, et c'est juste dingue, justement, qu'on sorte un Morbius en 2021. C'est honteux, c'est dégueulasse. Et voilà. Allez, ça ira pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce top 10 vous a fait kiffer, n'hésitez pas à donner votre propre top 10 dans les commentaires, voilà, donnez-moi votre top 10, votre top 5, votre top 3 de films Marvel, DC, films de super-héros que vous détestez, faites-vous plaisir. Par contre, j'interdis qu'on mette dans le lot Batman vs Superman, car j'estime qu'il n'est pas aussi mauvais, et surtout, avec ce que je viens de vous sortir, vous pouvez pas me balancer comme ça, sans vergogne, que Batman vs Superman, en version longue, je précise, est un navet, un nanar, à côté de ces films. Non, je suis désolé, c'est un véritable chef-d'œuvre en comparaison. Prenez bien soin de vous mes loulous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bisous à tous, ciao!